اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا باصحاب المعالي والسعاده والصداقه والمحبه. هلا كثير صعب علي اليوم، بدي احكي شوي فرنساوي كمان معلش، هيك معاليها تسامحني. طبعا انا الوحيده اللي بحكي فرنساوي الجاهل. هلا il m'est très difficile de présenter Cyril Najjar pour 36 000 raisons. C'est monsieur le professeur Antoine Herbel qui va diriger les débats et qui va mettre les pendules à l'heure. Le professeur Herbel a déjà publié un certain nombre de réflexions sur l'intelligence artificielle. Et le professeur Pierre Hazard a déjà soulevé un certain nombre de problèmes relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière médicale et dentaire. D'autres ici se posent beaucoup de questions. On parle partout d'intelligence artificielle. On dirait que le président Biden a suffisamment de temps pour participer à des conférences sur l'intelligence artificielle. Même Netflix a créé un film, une série, qui utilise l'intelligence artificielle avec la participation numérique de Salma Hayek. Alors, j'ai pensé que M. Cyril Najjar, du fait qu'il soit aux États-Unis, en Californie, dans la Silicon Valley, et qu'il traite beaucoup en matière d'intelligence artificielle, que ce soit pour prévoir ou pour donner des instructions un peu extraordinaires pour les vieux cerveaux que nous sommes. J'ai pensé que Cyril pourrait peut-être nous éclairer sous la direction, sous la mansuétude et l'œil un peu complice du professeur Herbel. أهلا وسهلا فيكم. أنا ما رح أحكي أكثر من هيك لأنه كل شيء بقوله ممكن يتفسر غلط. لذلك أهلا وسهلا مرة أخرى، وإن شاء الله بتكون مناسبة لحتى نرجع نشوف بعضنا بمناسبتين. أول مناسبة مدام المريح فيش، conservateur du musée national، كرمت علينا وعزمتنا على زيارة للمتحف الوطني تحت إشرافها، وأكيد ما رح تبخل علينا بالشرح يلي نحن ما عم نقول نستحقه، بس الشرح اللي هي فيها تعطيه، وهذا بيكون شيء نادر كثير. بقى بإذن الله ب 14 جولاي تموز رح نكون الساعة 11 بالمتحف الوطني برعاية وإشراف مدام المريح فيش. بيبقى صديقنا الأستاذ بشارة خير الله بده يقول لكم كلمة هلا لحتى نقدر نلتقى يمكن الجمعة الجاية. وعلى كل حال بقول لكم لا تواخذونا المطرح صغير، ولكن قلبنا كبير وبيساعدكم كلياتكم، واهلا وسهلا. لو بونجور، انا حطيت على الجروب قبل شوي بالاتفاق مع البروفيسور نجار انفيتاسيون لجميع الموجودين لحضور ندوه. بروفيسور نجار رح يخبرنا عن مقدمه الدستور، بروفيسور رزق صغير رح بيحاوره،
بمركز دار الحوار بجديدة المتن حد الشاليه سويس. يلي مهتم ويأكد حضوره وبتمنى الكل يأكدوا حضورهم، ساعتها بنرجع بنبعت مرة ثانية مع لوكيشن فوندردي 30 أو 11 مثل بعد جمعة الجاي الساعة 11 مثل هيدا الوقت بجديدة المتن. بقى بشرفنا حضوركم لنسمع كلنا سوا للبروفيسور نجار شو بده يخبرنا عن أسرار مقدمة الدستور. شكرا. Monsieur le professeur Hervé. Ok, d'abord, honorés collègues, je vous remercie de m'avoir confié cette responsabilité qui m'honore. Comment vous présenter? Sinon, tel père, tel fils. Mais je suis vraiment ravi et consolé de discuter avec vous et de vous présenter. Parce que face à votre impressionnant CV, je vois que vous êtes un pluridisciplinaire et un polyvalent. Ça me réjouit énormément parce que je suis moi-même un pluridisciplinaire et je sais combien les universités détestent les pluridisciplinaires. D'une part, ça me console parce que je sais qu'aujourd'hui, et à cause justement de ce que je n'appelle pas intelligence artificielle, mais perroquet performant, okay, soyons clairs. Donc, je sais combien cet outillage hautement utile et qui ne me fait pas peur, je précise, cet outillage exige aujourd'hui des gens comme vous qui sont plurivalents, polyvalents et qui sont seuls en mesure de dépasser la simple technique pour aller vers les enjeux que vous mettez dans votre titre. Artificial Intelligence Tool or Threat. Pour qu'il y ait threat, encore faut-il que le perroquet en question soit capable. Encore faut-il que le perroquet en question soit capable, non pas seulement d'automatismes mentaux comme ils font aujourd'hui, mais de conscience morale pour choisir le mal, car c'est ça l'enjeu finalement de ces techniques-là. Est-ce que notre cerveau est semblable à un ordinateur, donc il fait du data processing? J'ai ici une lettre que je voulais amener pour vous, de votre collègue de la Silicon Valley, Walter Freeman, avec qui j'ai entretenu une longue correspondance en préparant cette anthologie qui a été publiée par le Massachusetts Institute of Technology, Ontology of Consciousness. C'est ça l'enjeu. Il y a 20 auteurs, dont moi-même, de l'ESJ, et où Walter Freeman, justement, écrit déjà en 2004 qu'on ne peut pas assimiler le cerveau humain à un ordinateur, et il dit pourquoi. Donc, je pense, ceci étant planté, si vous souhaitez que je développe toutes vos compétences, je le fais, sinon je vous laisse parler, et c'est à vous. C'est comme vous voulez, mais je peux avancer. Merci beaucoup de cette introduction. Je serais curieux de savoir pourquoi on ne peut pas assimiler une intelligence artificielle à un cerveau humain. Ah oui, je vous ai amené le texte de Freeman, mais je crois que c'est très complexe, hein, parce que lui, il se base sur la physique quantique, ses intrications et les états de superposition quantique. Et c'est pourquoi il dit on ne peut pas tout à fait assimiler, mais il dit une phrase remarquable. Il dit le fait premier des cerveaux
et le sens, et en deuxième lieu seulement l'information. La perception vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà. Je vous laisse parler. Merci beaucoup. Et merci pour cette introduction. Alors déjà, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire pour parler de choses savantes en face d'une foule de savants en face de moi. Ça va être très compliqué de vous montrer quoi que ce soit que vous connaissiez déjà. Mais je vais essayer de créer des liens entre certains points d'information que peut-être sur lesquels on pourra débattre aujourd'hui. Et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et merci à mon père de me faire confiance parce que je suis le mouton noir de la famille. Celui qui s'est échappé et qui a fui les sentiers du droit vers des mondes complètement inconnus et divers. Donc moi, j'ai un background qui est plutôt sur la technologie et on en parlera peut-être un petit peu. Et j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo pour commencer, si vous voulez bien. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Donc, pour répondre à votre introduction, l'intelligence artificielle ne remplace pas le cerveau. Tu n'arrives pas à l'entendre? Ah oui, le mettre là. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle en termes un peu larges. Moi j'aime bien dire que par rapport à un avocat, disons, qui fait des successions et libéralités, c'est comme si on lui demandait de parler de tout le droit, qui est un monde immense et vaste. Personnellement, je travaille dans l'intelligence artificielle, dans des choses très pointues. Pour vous donner un peu plus de background, on détient les brevets sur le diagnostic par intelligence artificielle des symptômes respiratoires. Donc on a le brevet mondial sur je vais dire en anglais, le cross-referencing of environmental factors with respiratory issues. Donc aujourd'hui, nous, grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons dire à quelqu'un qui a des problèmes respiratoires quelles en sont les causes et quels en sont les remèdes. Et donc c'est un élément tout à fait pointu dans le monde de l'intelligence artificielle. On a un autre brevet, donc je reparle des choses un peu pour vous donner un peu le contexte dans lequel moi j'évolue au quotidien dans mon travail. On a aussi le brevet sur l'identification des particules dans l'air, c'est-à-dire que lorsque vous voyez des particules passer comme ça éclairées par le soleil dans votre maison, nous pouvons identifier chacune de ces particules avec une précision qui est tout simplement inégalée dans le monde. On a un brevet là-dessus sur les composantes physiques et digitales pour cette identification. On pourra parler plus longuement de comment on fait ça, si vous voulez, plus tard. Mais je vais essayer de faire une sorte d'aperçu un peu général de l'intelligence artificielle. Et on pourra rentrer dans le plus technique que personnellement je connais mieux. Mais évidemment, je ne me considère pas un expert en intelligence artificielle, mais juste un expert dans ce que je sais faire en santé et en diagnostic, en tout cas respiratoire. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Elle est dans tout ce que vous utilisez, elle est dans les communications, elle est dans la visualisation. Je ne sais pas si vous avez... Qui ici a déjà utilisé ChatGPT? Tout le monde a utilisé ChatGPT, à peu près. Pour voir ce que c'est. Pour voir ce que c'est. Mais aussi vos Apple Watch, vos téléphones, vos Ring, votre voiture, tout ça utilise aujourd'hui de l'intelligence artificielle de manière assez élaborée. Donc l'intelligence artificielle a commencé déjà il y a bien longtemps.
Vous devez tous connaître Alan Turing. Vous avez dû voir le fameux film avec Enigma avec Benedict Cumberbatch. Et du coup, en 1940, on a vu naître le premier ordinateur qui était capable de faire des calculs suffisamment puissants pour décrypter la encryption allemande dans leur message. On a plusieurs milestones, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Je dirais qu'aux alentours des années 97, on a eu un milestone assez important qui a été le fameux Deep Blue, l'ordinateur qui a battu, je crois que c'était Kasparov. Et du coup, c'était quand même un premier milestone. Ensuite, on a eu le jeu de Go. Et à partir de 2011, Watson a commencé à répondre à des questions, IBM Watson. Et aujourd'hui, en fait, on a une intelligence artificielle qui est très, très développée, mais qui est encore assez balbutiante. Je pense qu'ils aimeraient bien remettre la question. Et je peux monter le doigt. On l'a mis sur Donc, comme je disais aujourd'hui, tous les objets du quotidien quasiment commencent à être animés d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un voyage de San Francisco jusqu'à Los Angeles, on ne touche pas à notre volant ou à notre essence. La voiture conduit toute seule, elle voit les lignes et ainsi de suite. Elle s'arrête quand il faut, elle garde la bonne distance. Tout ça est basé sur des capteurs qui fonctionnent de concert grâce à une intelligence artificielle. Évidemment, vous êtes familier avec les autres objets. Poussez la voix. On va faire un petit overview. Alors, est-ce qu'il y a des experts d'intelligence artificielle ici? Tant mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de machine learning, de neural nets, de deep learning, de CNN, convolutional neural networks. Et tout ça, ça a l'air de mots très très compliqués qui, en fait, d'une certaine manière, fonctionnent de concert. Le machine learning, en gros, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on apprend à une machine ce qu'on sait nous. Un exemple est très simple. Nous, pour faire des analyses de particules, on va prendre l'information qu'un scientifique a dans la tête et on va lui demander d'apprendre à l'ordinateur ce qu'il sait, pour que l'ordinateur puisse répéter cette même tâche, mais des millions de fois. Et dans ce fait-là, il y a plusieurs opérations qui se passent. Par exemple, le machine learning permet de faire ce qu'on appelle une labellisation des images en faisant du feature detection. Est-ce que c'est des yeux? Est-ce que c'est une roue? Est-ce que c'est un camion? Et en faisant du feature detection, il va avoir une certaine probabilité de précision qui va donner un certain résultat. Les datasets, en fait, c'est la pierre angulaire du machine learning. On dit en fait en machine learning garbage in, garbage out. Si on éduque mal un machine learning, ou on donne un mauvais dataset, en fait, on va avoir de mauvais résultats. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que, oui, c'est vrai que l'ordinateur n'est pas tout à fait... Il prend de l'extérieur vers l'intérieur, mais une fois qu'on a internalisé cette information, il commence à redonner des choses vers l'extérieur. Donc, un des datasets qui est très commun aujourd'hui, c'est OpenCV, qui s'appelle Open Camera Vision, qui permet justement de donner une vision aux machines via des caméras performantes. Ce sont des scripts que vous avez déjà sur votre téléphone. Si vous avez essayé sur votre iPhone de faire un search pour, par exemple, un mot donné, eh bien, il va trouver toutes les images avec ces lettres écrites dans les images. Il fait très chaud. Ça, c'est par exemple un dataset de mode où on va apprendre à l'ordinateur qu'est-ce qu'une chemise, qu'est-ce qu'un pantalon, qu'est-ce qu'une veste. Et là, on parle de 60 000 images avec 10 000 images pour tester. C'est un fichier de 30 MB qui n'est pas très grand et qu'on peut donner à un ordinateur pour apprendre ce genre de... Là, on parle de Visual QA. Ça, ce sont des datasets qui existent, qui sont utilisés tous les jours. Et là, on parle de labellisation avec est-ce qu'il y a un frigo, est-ce qu'il y a des bras, est-ce qu'il y a un lit. Et alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on lui donne chacune de ces 265 000 images sont labellisées. Il y a au moins 3 questions, et ça monte jusqu'à 3 questions par image. Et ensuite, on a des ground truth answers. Ça veut dire des choses qui sont des certitudes. Et ensuite, des plausible
but likely incorrect answers, donc des réponses qui ne sont pas nécessairement correctes. Et tout ça permet à l'ordinateur de commencer à comprendre le monde autour de lui. On a aussi, évidemment, ça c'est un des plus grands datasets qui a 9 millions d'images, et là on commence à vraiment faire de la labellisation à grande échelle. Et par exemple, lorsque vous naviguez sur Google et on vous demande de labelliser une image pour soi-disant passer vos credentials, en fait vous êtes en train d'aider Google à labelliser des images et à faire de la reconnaissance d'images. C'est pareil avec les lettres. Pourquoi? Parce que quand on scanne des documents, quand une voiture Google passe et regarde des signes dans la rue, des stops, etc., les lettres sont déformées et c'est difficile à la machine de reconnaître ces lettres. Et grâce à vous, merci, nous arrivons à reconnaître... C'est ça le but de cette question. Entre autres, oui. Quand la machine nous demande si on n'est pas une machine. Oui. C'est pour éduquer les machines. Voilà. Et souvent dans les questionnaires, vous avez trouvé la solution pour oui, ça c'est réglé, et ça va s'allumer dans quelques minutes. Super. Donc, aujourd'hui, ce que vous utilisez avec ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model. Je suis sûr que vous êtes déjà un peu familier avec ça. Et GPT, c'est en fait c'est un Generative Pre-trained Transformer. Donc en fait, ils entraînent avec des grands datasets de mots, ce qu'on appelle des corpus of documents and so on. Et tout cela sont ensuite permettent à l'ordinateur de... Alors, c'est là où on va plus être d'accord, vous et moi. C'est là où l'ordinateur va commencer à prédire le prochain mot, sans nécessairement comprendre la signification globale du texte. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu une fourche dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'entre GPT-3 et GPT-4, il y a eu GPT 3.5, et le GPT 3.5, en fait, au début 3, tout ce qu'il faisait, c'était regarder quelle est la séquence de mots la plus normale et prédire le prochain mot qu'on devrait avoir après ce mot qu'il a dit. Et donc, il y avait beaucoup d'hallucinations, donc du gibberish, des choses qu'il disait qui n'étaient pas exactes. Ils ont commencé à introduire ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc la compréhension globale du texte avec une sorte une compréhension du sens, pas nécessairement de tout ce qui est dit, mais aussi de certains non-dits. Et c'est à partir de GPT 3.5 qu'il y a eu cette fourche et où on a commencé à trouver des réponses extraordinaires. Et là maintenant, les LLM ne sont plus uniquement de la prédiction du prochain mot, ils sont aussi une compréhension de l'ensemble de l'information. Donc vous remarquez aujourd'hui, si vous utilisez GPT 3.5, qu'il va toujours comprendre le contexte de vos questions, et vous pouvez même l'entraîner vous-même. C'est-à-dire que si vous prenez une conversation, et que vous commencez à dire « j'aimerais t'expliquer quel est mon rôle dans cette société ». Et alors vous lui donnez des explications, et après il vous demande j'ai ce qu'il faut, merci. Voilà. Et après il vous demande, par exemple, il peut vous poser des questions pour mieux comprendre votre situation, et là, toutes les questions qui vont suivre vont être contextualisées. Et là, c'est une grande différence, c'est-à-dire on commence à avoir, disons que GPT-3, c'était un enfant de 2 ans qui répétait les mots que vous lui avez appris, GPT 3.5, c'est un enfant de 3 ans et demi, et GPT-4 is a very different beast. Et c'est le début de ce qu'on appelle, à mon avis, d'une intelligence artificielle particulièrement utile. Ce qui est intéressant à voir, par exemple, par rapport à l'adoption de ces modèles, et en général des produits, Netflix a mis 3,6 ans pour avoir 1 million d'usagers. ChatGPT a mis 5 jours pour avoir 1 million d'usagers. 5 jours. C'est-à-dire que la croissance d'un OpenAI et d'un ChatGPT va être exponentielle, parce que plus vous lui apprenez des choses, et puis il va apprendre. Et du coup, on n'est plus vraiment dans une dynamique presque linéaire de je te donne un dataset, tu vas comprendre, et puis on va essayer de faire quelque chose avec, ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, le réseau neuronal auquel a accès GPT consomme à peu près 700 000 $ par mois de computing power, par mois, juste pour faire tourner la machine, donc les serveurs.
Et on peut avoir des conversations sur quantum entanglement avec des équations. Je peux lui demander de coder, il peut aller surfer le web, me trouver des informations. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est devenu particulièrement efficace pour des humains qui sont basés beaucoup sur la lettre écrite, sur les mots, sur tout ce qui est écrit. Les paramètres de... Je parle peut-être, je passe un peu trop de temps sur GPT, mais c'est une vraie charnière en fait dans le monde d'aujourd'hui. GPT-4 a un trillion parameters, donc ça n'a rien à voir avec GPT-3. On parle d'une puissance de calcul qui est effarante. Et juste pour vous donner une idée, les neural networks qui sont derrière, en fait, ce que nous, on a du mal, la boîte noire qu'on ne comprend pas très bien, c'est les neural networks. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on donne une information à l'ordinateur, je dis ordinateur, c'est pas vraiment un ordinateur, mais c'est plutôt un processeur et un serveur, basé sur des graphic processing power, mais on reparlera de ça. Lorsqu'on donne des images, donc on a parlé des datasets, à ce Convolutional Neural Network, il va y avoir quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas très bien. C'est les neural nets, qui sont en fait des connexions neuronales qui ressemblent beaucoup aux connexions neuronales de l'humain, mais qui se forment de manière un peu aléatoire et qu'on ne comprend pas toujours. Ils font ce que l'ordinateur on lui a demandé de faire, ça a été de trouver des relations entre les images, de trouver des corrélations et de se faire une idée de ce que cette image est. Et alors, dans cette boîte noire, il y a ce qu'on appelle le feature detection. Il va dire, ah, c'est des yeux, ah, c'est une bouche, c'est donc une personne. Et alors, ça va créer une sorte de, je ne veux pas dire de cerveau, mais tout comme, qui va permettre de classifier ces images de manière presque intelligente. Et il va donner un output qui est, voilà, this is Tweety, Goofy or Donald, doesn't matter. Mais pour vous donner un exemple, vous avez considéré que Morgan Freeman a donné un speech au début de cette conférence. Et il a parlé avec sa voix, et donc c'était Morgan Freeman. Il a dit que c'était pas lui. Je sais, c'est moi qui l'ai fait dire que c'était pas lui. Donc il a dit que c'était pas lui, mais s'il n'avait pas dit ça, pour vous, neural network que vous êtes, vous aurez dit, ah, mais c'est Morgan Freeman. Vous n'aurez pas pu faire la différence entre l'un et l'autre. Impossible, parce que votre neural network n'aurait pas pu différencier l'un et l'autre. Donc je trouve que c'est une fourche assez intéressante, où on arrive maintenant à complètement créer un être humain entier. Évidemment, il est digital, il reste en 2D, on n'y est pas encore, mais on va créer tout un ensemble de stimuli sensoriels qui vont vous complètement perturber par rapport à votre perception de la réalité. Donc, tout ce deep learning, ça va être comment est-ce qu'on va entraîner les ordinateurs à faire des tâches que nous voulons qu'ils fassent, comment ils vont créer ces réseaux neuronaux pour qu'ils puissent faire ces calculs à grande échelle. Donc, est-ce que AI is just a tool? Is the first question, la première question. Aujourd'hui, il y a eu une grande pétition, je ne sais pas si vous avez certainement dû entendre parler, d'Elon Musk avec Gates, etc. Et il faut noter que Elon Musk a quand même financé en grande partie OpenAI pour commencer à hauteur... Alors lui, il disait 100 millions, mais c'était effectivement dans les 30 millions de dollars. Et tout le monde est en train de dire, attention, le monde, c'est une catastrophe, on ne voit pas plus. Le fondateur de DeepMind, qui a été racheté par Google, a dit non, c'est un outil comme un autre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, j'aimerais vous montrer une petite vidéo encore sur un moyen de locomotion qu'on prend, nous, à San Francisco, et qui utilise en fait toute cette batterie de réseaux neuronaux, de capteurs, en fait, qui met en illustration la mise en place de tous ces moyens pour arriver à une fonction donnée. So much emerging technology is just a show, so one can be forgiven for not being able to distinguish fact from fiction. Take this car, for example. Can it drive autonomously or not? The short answer is absolutely. That was
was Shweta Shrivastava, Senior Product Lead for Driving Behavior at Waymo. What you're looking at is the Waymo driver in action. Adapted for a variety of vehicle platforms, it is the most advanced, fully autonomous driving technology in the world today. What you notice pretty quickly is that these aren't normal vehicles. Take this Jaguar I-Pace, for example. It's been equipped with an elegant array of sensors and software, which allows it to move through the city on its own. That's correct. The Waymo driver is a combination of custom-designed hardware and software that is responsible for performing the entire act of driving. That was James Philbin. He's an engineering lead on Alors, the je ne sais pas perception team at Waymo. si vous avez déjà conduit à San Francisco, mais c'est un enfer. Moi-même, avec mon petit cerveau... alors le Liban, c'est pour moi plus facile que San Francisco, parce que San Francisco, tu as des rames de train qui passent dans tous les sens. Donc tu te fais détruire. Et puis tu as des routes qui ont l'air, en fait, apparemment, où tu peux circuler, mais en fait, tu n'as pas le droit de circuler, c'est que pour les taxis, par exemple. Donc en fait, il y a tout un ensemble de contraintes très très complexes qui sont presque difficiles pour un humain, comme moi, pour conduire de manière in a successful manner, de bien conduire dans une ville comme San Francisco. Et cette voiture y arrive sans aucun problème, parce que le data qui a été mis dans son processeur est en fait très clair. Et donc cette voiture, en fait, qui est aujourd'hui, vous pouvez avec une application l'appeler, elle arrive, vous montez dedans, elle vous dépose où vous voulez. D'abord, le taux d'accident est beaucoup plus bas que dans des situations normales. Évidemment, il y a des accidents parce que les humains ne respectent pas les règles, et il y a des accidents parce que aussi la machine n'est pas parfaite, évidemment. Mais donc cette machine utilise toute une batterie de capteurs en fait très 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 avancée, qui aujourd'hui sont en fait déjà dans la Tesla. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a réussi à arriver à ça aujourd'hui, et on est encore avec un processing power qui est assez basique. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça veut dire. On utilise aussi ça pour les drones. Donc aujourd'hui, des drones en agriculture pour faire pour mettre des insecticides dans des zones très précises, faire des livraisons dans la construction, par exemple tout ce qui est management des pipelines, des oléoducs. Quand il y a des erreurs ou des problèmes à certains niveaux, on envoie un drone avec des capteurs de VOC, ils vont détecter des fuites et ainsi de suite. Donc permettre réellement de faire une maintenance, un suivi et une gestion des ressources de manière très très efficace. Donc aujourd'hui, oui, c'est clair que l'intelligence artificielle est un très bon outil, surtout pour de grands pays comme la Chine, les États-Unis, qui ont en fait une grande population et où on ne peut pas avoir suffisamment d'argent pour gérer 1 milliard de personnes. Ça devient beaucoup trop compliqué. Et ça, c'est par exemple un exemple d'une carte qui a été mise dans le processeur du drone, dans la mémoire du drone, pour lui dire, voilà, ça c'est des zones militaires, ça c'est des zones à ne pas survoler, et ça c'est les zones permises, ça c'est la limite de ton interaction avec le territoire. Et donc, en fait, au lieu d'avoir quelqu'un qui guide le drone de manière permanente, on va pouvoir clairement expliquer comment ça se passe. Alors, la question c'est comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je me suis posé la question de savoir, bon, aujourd'hui, on est là, c'est très bien tout ça, on n'a pas des processeurs incroyables, comment on va l'utiliser tous les jours. Donc, il y a toute une affaire, tout un nombre de choses que nous, aujourd'hui, on utilise comme des réponses aux clients, donc tout ce qui est customer service, les chatbots, faire des analyses de data. Donc aujourd'hui, on a par exemple des capteurs déployés dans 300 villes, et au lieu d'avoir 40 scientifiques qui regardent ce data, on a en fait un processeur qui est déployé dans le cloud, qui va analyser le data de ces 300 villes, et va donner le compte du pollen, le compte de la pollution, et c'est une application qui est aujourd'hui déployée. Ça va aussi nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, et on va pouvoir évidemment gérer le risque et faire des forecasts. Donc on fait des prévisions, exactement, merci. Alors, je vais vous montrer autre chose. À Noël, je m'ennuie un petit peu. On a dû prendre l'avion le 24 pour être avec ma belle famille le 25. Et du coup, j'ai lancé une gamme de mode. Parce que j'étais dans l'avion et sur mon téléphone, j'ai créé en fait plus de 10 000 images de mode avec Midjourney et DALL-E. It's a bit progressive though. It's super progressive.
That's why I'm Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec un téléphone et un accès à un cloud, j'ai pu créer des habits avec des modèles, avec des shoots, et ça m'a coûté au total $8. Tout ça, tout ce que vous voyez, mon temps évidemment, mais comme je m'ennuyais, je ne compte pas. Et ce qui est plus intéressant, c'est que cette personne que vous voyez ici, eh bien, elle m'appartient. Son visage est ma propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si demain, Clarence veut cette image, ce visage, j'ai en fait le seed qui me permet de recréer cette personne autant de fois que je veux. Donc, il y a un brevet. Je n'ai pas besoin de brevet, j'ai payé ma souscription et par conséquent, j'ai tous les droits d'usage de ma création littéraire et artistique. Les avocats ici, je suis sûr, vous font tout un... Bon. Et du coup, comme c'est moi le créateur, bah, c'est à moi. Et même les tissus et tout ça. Mais je peux aussi créer des architectures. Donc je voulais faire une maison dans la forêt, et ben, je lui ai demandé, fais-moi une maison dans la forêt. Un bureau pour un ami qui voulait embaucher un architecte, je lui ai dit, mais écoute, t'embête pas, je t'envoie ça. Je t'envoie ça tout de suite. Et en 3 minutes, j'ai envoyé sa salle de conférence. Mais aussi des voitures, donc voilà, vous voulez faire une belle... En fait, j'ai demandé ici un crossover entre Rolls-Royce et Cadillac, et il m'a donné ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'outil de l'intelligence artificielle nous permet à nous, aujourd'hui, dans cette salle, de créer des choses incroyables. Après, l'exécution est une paire de manches, mais déjà d'avoir un brainstorming avec un AI à propos de, par exemple, comment je devrais appeler ma marque de mode, ben, en fait, it's a definite tool for business. Now, you might not like it, peut-être que ça ne va pas être exactement ce que vous voulez, mais on est déjà beaucoup plus loin qu'une agence de pub qui va facturer $200 000 pour une étude comme celle-ci. Donc, je vous ai écrit quelques façons d'abord, en fait, que moi j'utilise pour ChatGPT. Par exemple, on travaille avec la LAPD, on équipe leurs chiens de capteurs. Raconte ce qui s'est passé avant le déjeuner. Ah oui, tout à l'heure. Donc on équipe leurs chiens avec nos capteurs. Donc on fait des capteurs qui vont déterminer si le chien est en danger de mort. Et du coup, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un invoice pour la LAPD? Alors il a été sur le web, il a trouvé l'adresse de la LAPD, il a trouvé le nom de l'officier, et il m'a tout écrit, il m'a tout préparé, et tout était fait en moins de 12 secondes. Donc en fait, aujourd'hui, en tant qu'outil à la création, à l'opération, c'est un outil incroyable. J'étais invité à déjeuner chez ma soeur, il m'a écrit la lettre de remerciement, je l'ai lue, elle était ravie, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Mais franchement, je n'ai pas pu faire mieux que ça. Et donc vous pouvez faire des quotes, des invoices, vous pouvez browse the BBC and give me a summary of the headlines today, so on and so forth. Donc en fait, il y a vraiment toute une gamme de choses que vous pouvez faire, et en fait, ça vous facilite la vie de manière exponentielle. Et pour vous donner une petite idée de où on se situe, alors moi je suis quelqu'un qui est plutôt du hardware, c'est-à-dire que moi je crée des composantes électroniques comme ces puces, et du coup pour moi, souvent on dit ah oui c'est que du software, en fait non, c'est du software qui fonctionne parce qu'il y a un hardware quelque part qui permet cette opération, qui permet ces calculs de données. Et pour vous donner une idée, Nvidia vient de lancer la puce A100. Cette puce, à elle seule, représente 25 fois plus de puissance qu'un data center qui va coûter 11 millions de dollars. Et c'est une puce qui fait cette taille. Et on est au tout début. On parle de 54 milliards de transistors. Et en fait, le marché commence à s'ouvrir pour ces processeurs. Et pour vous donner une idée, l'ordinateur que vous utilisez en principe, si vous êtes sur PC, c'est sa force de calcul, c'est ce que vous voyez à gauche là. Et puis la nouvelle version, l'ordinateur que moi j'utilise, qui est un peu plus cher parce que je fais des applications graphiques, va à peu près avoir cette force de calcul. ARM v9, ce que je vous ai montré, en fait, ARM v9 c'est ce qui vient de sortir. Et en fait, si vous voulez comprendre ce que je viens de vous montrer comme puce, ça c'est la ARM v8 et ça c'est la A100. C'est exponentiellement plus puissant que ce que vous avez dans vos ordinateurs aujourd'hui. Et si vous prenez un quantum computer,
qui a allez, 140 qubits, il y aura plus de points qu'il n'y a d'atomes dans l'univers de capacité de calcul. C'est complètement impossible pour nous d'imaginer la puissance de calcul. Which countries are most positioned to make use, to manufacture these kinds of CPUs or chips? Alors, on a deux pays essentiellement qui sont en train de faire ces puces. 3. On a la Chine, mais qui est en fait bien loin derrière. On a les États-Unis, il y a une dizaine de producteurs. Et les États-Unis ont une avance considérable. On a la Corée du Sud avec Samsung un petit peu. Et non, l'Inde ne fait pas des processeurs. Non, pas ce genre de... Japon, non? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. En fait, c'est vraiment, on a Samsung Electronics, on a ARM, on a Nvidia et Intel. Et après, on a des processeurs chinois, mais qui sont en fait vraiment... on n'y est pas encore. Ils vont y arriver, mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, il y a eu un procès maintenant contre un Coréen qui a été donné des secrets de production en Chine des puces Samsung. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a l'air un peu simplette et un peu basique, mais on va arriver d'ici 3-4 ans à quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Et cet outil, en fait, va nous être très utile. Un exemple très simple, c'est qu'en Afrique, et en Afrique subsaharienne, il y a plus d'un demi-milliard de personnes qui n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils ont leur nom et le nom de leurs parents. Et en fait, comment est-ce qu'on va aujourd'hui pouvoir gérer un continent aussi grand? C'est impossible. La Chine, c'est pareil, on a 1 milliard de personnes. L'Inde, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va gérer la santé? Comment est-ce qu'on va gérer la logistique? En fait, c'est des applications qui vont devenir tellement importantes parce qu'elles vont nous économiser beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sur un demi-milliard d'habitants, allez, on va dire, pour dire un Ketebradel par million, pour dire ça gentiment, au lieu d'en avoir 500, ben on va avoir tout ça sur le téléphone. Vous scannez votre visage, vous dites votre nom et c'est bon. Et là, en fait, l'ordinateur va avoir votre voix, votre visage, et c'est bon, votre identité est créée. Donc ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, et ça va permettre en fait de gérer ce data at scale, à échelle. Et la Chine a déjà commencé d'ailleurs, je ne sais pas, vous êtes certainement au courant des netizens chinois, avec le système de notes sociales et tout ça. Je vais vous montrer rapidement une petite vidéo, si on a encore le temps. Ça va pour le temps? You are unique. Your eyes cast a warm brown glow. Your voice carries a soft tone. Your nose creases when you smile. But the things that make you unique can also be used to track you. And in China, your appearance, the technology you use, and the sound of your voice are all types of information the Chinese government collects. The scale of this surveillance and the infrastructure supporting it are larger and more elaborate than previously known. For over a year, the New York Times has analyzed more than 100,000 government bidding documents. They span 2 decades and were collected and shared exclusively with us by ChinaFile, a digital magazine published by the Asia Society. In these bidding documents, government agencies from across the country detail what surveillance products and services they need, from phone trackers to equipment used to collect iris scans and DNA samples. These documents explain the strategic thinking behind the purchases and invite companies to bid for project contracts. Together, they reveal China's ambition in collecting vast amounts of sensitive personal data. From the local to national level, China aims... Ça vous donne une petite idée en fait de... C'est une longue vidéo, donc j'ai dû l'interrompre, et je pourrais vous envoyer les liens si vous voulez par la suite. Mais en fait, aujourd'hui, les gouvernements, à bon et à mauvais escient, utilisent justement cette intelligence artificielle. Et donc ça nous amène sur la deuxième partie de cette conversation. Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace? Alors,
voilà la pétition qui a été signée par Elon Musk, Bill Gates, etc. Et ils ont demandé la mise en pause de tous les systèmes de AI pour qu'il y ait des réglementations et des lois qui soient mises en vigueur pour pouvoir contrôler un peu, ce phénomène incontrôlable du développement de l'intelligence artificielle. Alors ça c'est une image que moi j'ai créée pour m'amuser, pour aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, mais elle a suscité des remous, donc j'ai envoyé sur un groupe WhatsApp pour voir ce que ça donnait. Ah oui, ils sont tous d'accord entre eux, et nous on paye le prix. J'ai dit relax, c'est bon, c'est moi qui ai fait l'image. Ils étaient pas ensemble. Il faut ajouter Zelensky avec Zelensky. Et donc là, c'est Donald Trump. Ce que j'ai demandé à Midjourney, c'était Donald Trump and Vladimir Putin taking a selfie. J'arrive pas à dire. Taking a selfie. Generated with Midjourney AI. Donc voilà, ça a pris une demi-seconde à faire et ça a fait beaucoup de remous dans les groupes WhatsApp politiques qui s'énervent rapidement. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est que toute cette information, toute cette capacité de frappe que vous avez chacun d'entre vous aujourd'hui, avec votre téléphone et un ordinateur, en fait, elle peut tomber dans les mauvaises mains. Et en réalité, elle est déjà dans les mauvaises mains. C'est-à-dire qu'on peut faire de faux papiers scientifiques, on peut faire de fausses news, on peut créer des deepfakes, c'est-à-dire des personnes qui vont nous dire des choses, un Emmanuel Macron qui insulte, comme Morgan Freeman, mais aussi d'un point de vue politique, ça peut avoir un impact très fort, et ils le font déjà. C'est-à-dire que dans certains États qui ne sont pas nécessairement alignés avec l'Ouest, on utilise cette information à mauvais escient, et probablement vice-versa. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se protège de cette information, comment est-ce qu'on filtre cette information. Et c'est en fait, on parlait de guerre aujourd'hui, il y a une véritable révolution militaire qui est en fait la révolution AI. C'est-à-dire, c'est pas uniquement créer du texte, etc., mais c'est aussi des missiles balistiques, c'est des drones, c'est des frappes par des UAV qui ne sont pas nécessairement maintes. Donc on va avoir aujourd'hui la guerre en Ukraine est une excellente démonstration. Alors la Russie a décidé de... Je suis désolé, je sais pas pourquoi c'est... La Russie a décidé d'attaquer un pays de codeurs. En fait, tout ce qu'on code à la Silicon Valley est fait en Ukraine à la base. Donc c'est un des pays qui a le plus contribué au développement du code. Et en fait, je crois que la Russie n'a pas réalisé la grave erreur qu'elle faisait, parce que tous ces mecs-là, aujourd'hui, rien qu'en envoyant des photos d'une position d'un ordre de Staline, ils arrivent à faire un positionnement par satellite et à lancer un missile à cet endroit-là en utilisant l'intelligence artificielle. Évidemment, ce n'est que le début it's the surface of what's really happening. Il y a en fait tellement d'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde militaire qu'on ne peut même pas imaginer où ça va aller dans quelques années. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle course à l'armement AI. Donc, aujourd'hui, on a du cyber warfare, on a des analyses d'intelligence, de stratégie, de pénétration des populations au niveau de la désinformation. Tout ça peut être travaillé avec l'intelligence artificielle, créer une batterie de données qui va permettre de changer l'opinion publique. Cambridge Analytica est un très bon exemple, alors que c'était encore le tout début, de comment est-ce qu'on peut faire basculer une élection dans un sens ou dans l'autre. Donc, aujourd'hui, par rapport à votre business, je pense aux avocats par exemple, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns ici. Aujourd'hui, tout ce qui est très mignon pour un avocat, un NDA, un petit contrat, un contrat de bail, etc., c'est des choses qui sont faites en 2 temps 3 mouvements sur GPT-4. Et à mon avis, les business ne voudront plus payer même pas $25 à un avocat pour avoir ce genre de choses. Donc, il y a un véritable impact sur les professions, sur scriptwriters, sur toutes sortes de professions qui va apporter une certaine intelligence. Évidemment, ça ne remplace pas l'avocat, ça ne remplace pas l'ingénieur, mais ça, en fait, il faut regarder cette menace comme aussi un outil à votre portée. Et vous pouvez dire, si vous voulez, on peut vous donner accès à ce AI que nous, on a entraîné pour pouvoir faire ce que vous voulez sans nous embêter.
avec une souscription, par exemple. Donc, on a des problèmes de démocratie, on a aussi ce qu'on appelle AI bias, c'est-à-dire que, et on en parlait plus tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un AI avec la reconnaissance faciale, qui d'ailleurs il y a eu une nouvelle loi en Europe qui a interdit la reconnaissance faciale en temps réel au public, ça va être de dire, ah, celui-là, il a des features qui ressemblent à des features de criminels, et donc on doit commencer à faire attention à lui. Parce qu'en fait, aux États-Unis, par exemple, on a accès à toute la base de données de tous les prisonniers. On a toutes leurs images, toutes leurs photos, et donc on peut dire, ah, attends, ce genre de personnes font ce genre de crime, et ce genre de personnes font ce genre de crime. Et donc, délit de faciès prend tout son sens, et on commence à faire de la prévention criminelle alors que les personnes n'ont pas encore commis de crime. Donc voilà, on parlait plutôt de l'Ukraine. Pour conclure, en gros, le prochain AI, enfin, un des AI qu'on a aujourd'hui, va bientôt comprendre comment faire $1 million et plus. Il va se créer un compte en banque, il va créer un faux profil, et à un moment donné, il va devenir plus riche que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui sur Terre, et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va réglementer le AI, mais aussi comment est-ce qu'on va l'utiliser pour pouvoir le mettre à profit pour le bien de l'humanité plutôt que pour le mal. Et est-ce qu'on va devoir se censurer et censurer les sociétés ou pas dans cette course à l'intelligence artificielle? Voilà. Alors pour conclure, et comme vous avez probablement tous Netflix, je vous propose 3 films très sympas. Vous devez connaître Westworld déjà, Imitation Game, donc c'est Alan Turing, donc c'est le Turing Test, Enigma, et Ex Machina qui est aussi un magnifique film. Donc voilà, je me suis dit, to lighten the mood, it's nice to watch a movie afterwards. Voilà. Il y a une série aussi qui s'appelle Person of Interest. Comment elle s'appelle? Person of Interest. Ah oui, absolument. Oui, elle est bien. C'est pour le bien. Oui. L'intelligence artificielle. Ah, film. Merci. Merci énormément pour cet exposé. Moi, je crois qu'il faut relativiser. Si Elon Musk et d'autres ont peur de l'outil qu'ils ont fabriqué, c'est peut-être qu'ils ont eux-mêmes une conception insuffisante de ce qu'ils sont. Il y a un enjeu anthropologique derrière ça qui est crucial. Qu'est-ce que la personne humaine? Et ce n'est pas la place pour en discuter. Quoi qu'il en soit, pour les risques que vous avez signalés, cet outil est formidable. Et ce qui arrive, c'est-à-dire l'ordinateur quantique, et l'intelligence artificielle quantique, elle n'est pas binaire comme GPT-4, GPT-3, etc., mais qui est beaucoup plus à superposition d'états quantiques. Alors ça, c'est impressionnant. Alors, la question est, par exemple, vous avez dit, les professions sont en danger. La profession d'avocat est en danger, probablement. Celle de médecin, certainement. Certainement. Parce que l'intelligence artificielle est en mesure de traiter une base de données de manière beaucoup plus performante que moi. Moi, j'ai mis 15 ans pour savoir ce que je sais, n'est-ce pas? Et ce que je sais se trouve sur une puce ou un coin de puce qui peut être évoqué en un rien de temps. Mais la question est, dans le domaine d'acquisition des connaissances, comment contrôler que, par exemple, l'étudiant, l'apprenant, l'apprenti, comment contrôler qu'il est lui-même l'auteur de ce qu'il dit et non pas un algorithme. Il y a des logiciels. Et non pas un algorithme. On en discute.
à l'USJ à un séminaire justement portant sur ça. Et moi, j'ai proposé, j'ai dit, écoutez, c'est très simple. On rétablit les examens oraux. Que l'étudiant arrive, il vient chez moi, je le reçois, il est obligé de mettre une cravate, je le reçois, et nous discutons. Et je le juge. Et nous ne faisons surtout pas de questions à la GPT, si je puis dire. Il y a là un enjeu crucial. La fonction médicale est en danger, les radiologues vont disparaître. Je pense, je ne sais pas si... Non, la fonction médicale, elle devient plus performante. Oui et non. Les radiologues vont disparaître, mais pas le radiologue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour traiter des données pour 1 milliard de personnes, aujourd'hui, une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à la radiologie auquel nous avons accès. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, nous allons vous assister par l'intelligence artificielle. Au lieu d'avoir 2 millions de radiologues pour la Chine, on va en avoir 10 000. Et ces 10 000 vont pouvoir traiter 2 millions d'images par jour. Pourquoi? Parce que quand il y a 100% de certitude par l'intelligence artificielle, on va dire c'est bon, c'est une tumeur, on s'inquiète, enfin on s'inquiète. Mais alors pour tout ce qui est en dessous d'un certain pourcentage, en général, nous, notre tolérance est à 92% pour les particules. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais vous donner un exemple très pratique de notre application. Nous, aujourd'hui, on analyse vos particules à la maison. On sait que vous avez des moisissures différentes, des pollens, des chats, des chiens, etc. Et on a en fait ce qu'on appelle un threshold, donc une sorte de limite en dessus de laquelle on accepte cette information, on la prend pour acquise. Mais dès que l'ordinateur ou le processeur nous dit non, je ne suis pas certain, je suis à 91% certain que c'est un poil de chat, on va prendre cette information et on va la mettre dans un pool des unknowns. Et on va demander à le scientifique de revoir cette information pour réentraîner l'algorithme. Donc il y aura toujours de nouvelles situations, il y aura toujours de nouveaux patients, il y aura toujours de nouvelles tumeurs, il y aura toujours des nouveaux abcès dentaires qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Et donc oui, c'est vrai qu'on peut traiter, disons, 40, 50, 60% des cas avec l'intelligence artificielle, mais en fait, on aura toujours besoin des autres. Et c'est là où l'humain devient important, parce que c'est là où la médiocrité commence à être effacée et l'excellence commence à apparaître. Aujourd'hui, les gens qui sont d'excellents exécutants, d'excellents menuisiers, d'excellents avocats, ne pourront jamais être devancés par l'intelligence artificielle parce qu'ils vont utiliser d'abord l'intelligence artificielle pour offrir plus de services à leurs clients. Et en même temps, on aura toujours besoin de leur cerveau pour entraîner de nouvelles intelligences artificielles et valider leur performance. C'est très clair. J'ai une question, excusez-moi, hypocrite à poser, si vous permettez. Est-ce qu'on pourrait, dans l'état actuel de la technique, soumettre à je ne sais quel programme les paramètres de la crise libanaise? Oui, j'ai déjà fait ça. Et avoir des propositions de réponse? Alors, je pense qu'on a déjà tous les réponses pour la crise libanaise, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'exécuter. Ça dépasse les Le problème, c'est qu'il y a aussi la réelle politique, il y a la politique et la volonté de changement. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, dans cette salle, quasiment personne n'a payé tous ses impôts. Soyons clairs. Quasiment personne. Il y a quelques exceptions, et même si vous me dites que vous êtes une exception, je ne vous croirai pas. Moi, je paie mes impôts dans 3 pays, au Liban, en Angleterre et aux États-Unis. 3 pays. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais. Donc la réalité, c'est que l'intelligence artificielle fera que vous allez tous devoir payer vos impôts au centime près. Et du coup, pas tout le monde veut ça. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. J'avais un professeur de philosophie qui avait travaillé en Afrique et qui avait amené l'eau potable dans un village d'Afrique. Et il avait creusé un puits et du coup, ils avaient acheminé l'eau du puits jusqu'au village. Et donc les femmes n'avaient plus besoin de trimballer les amphores d'eau du puits jusqu'au village. Eh bien, quelques semaines après, le puits est tombé en panne. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, ils ont saboté le puits.
pourquoi on a saboté la vie. Et en fait, c'était le seul moment que ces femmes avaient pour aller discuter entre elles, se retrouver au coin de l'eau, ramener les enfants, prendre un petit break de leur mari, qui n'était pas nécessairement agréable, et rentrer au village. Donc oui, on peut créer une solution, mais c'est peut-être pas celle que tout le monde veut. C'est ça, en fait, le vrai problème. C'est est-ce qu'on veut une solution ou pas? Il faut contrôler la corruption avant de contrôler les impôts. Can I ask a Aurélie question? Atti, s'il vous plaît. Sorry, I'm going to resort to English if you don't mind. Please do. Do you have children by I any do, chance? one child. Okay. Assuming your child, him or her, is now going to pursue a higher education degree. Until the higher education institutions adjust to this new reality, because there has to be an adjustment in the curriculum and the way of thinking, and maybe the course contents. Would you encourage your child to pursue this higher education degree, knowing that in 4 years, whatever he or she learned will go to waste? It's a great question, and I've been very lucky to teach in the French system, the British system, and the US system. And there are fundamental differences in the way these systems teach. Some prefer a sort of memorization sort of base of education, and other will favor critical thinking and challenging information. So, yes, of course, I want my child to learn as much as he can and to become I call this a T, so a generalist with one expertise. So knowing, this is what I do, I'm a generalist with one expertise because I run companies, and so I have to understand every one of my staff, what they do, what's the operations, the finance, what's the code, and so on and so forth. Donc je suis un T avec une expertise sur le hardware et le software. Donc, yes, I would definitely encourage a child to do whatever he feels like doing, because anyway he's going to change jobs 20 times in his lifetime. So, as I did, I used to be an architect. It's not necessary to change. I did. So you are confirming indeed that whatever he or she learned in the next 4 years will become obsolete. It's not, so let me clarify, education and higher education, and we have a lot of higher education people here, education isn't about learning information. It's about learning methodology to acquire information and practice. So the moment he learns the discipline and the methodology to assimilate information and exercise his job, I'm good. Whatever he wants to do, it doesn't matter. Just an extension for this question. Please, what do you think could be another the jobs that will not be replaced by intelligence? Quels sont les travaux, les professions qui ne seront pas remplacées par l'intelligence? Non, vraiment, je suis sérieuse parce qu'il faudrait qu'on vive dans un monde. Politicien. Alors, je pense que de toute manière, on vit dans un monde où on a besoin de relations. On a tous vécu le Covid. On a envie d'interagir avec les humains. Donc, je pense que tous les métiers resteront. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils seront juste élevés. They will be elevated and transcended to a higher level of achievement that we never saw before. Alors. Justement, j'ai envoyé le lien sur le groupe à propos de cette question du professeur Daron Acemoglu, qui est à MIT, et qui a dit qui va payer le prix de cette inégalité de la... Et donc, il y a une grande inégalité entre les white collars et les blue collars aujourd'hui, qui ont accès vraiment et qui peuvent développer leurs skills à travers cette intelligence. Donc, où on va, dans quel monde d'inégalité, voilà. Aujourd'hui, une des plus grosses inégalités est linguistique. Aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise une question gagne. Qui pose la bonne question à une intelligence artificielle trouve la bonne réponse. C'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui n'a jamais été aussi importante. Connaître des concepts et connaître des nuances dans les mots, en fait, encore une fois, garbage in, garbage out. Si vous savez dire les choses avec éloquence et avec clarté et précision, l'intelligence artificielle va vous donner ce que vous cherchez. Et en fait, ça va être comme n'importe quoi, un bon cuisinier, un mauvais cuisinier, un bon avocat, un mauvais avocat. Un bon avocat va poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses. Et aujourd'hui, la véritable inégalité, c'est aussi la langue anglaise.
parce que tous ces modèles d'intelligence artificielle sont faits en langue anglaise. La France débat, non, l'intelligence artificielle, c'est pas bien, ils veulent interdire ci, ils veulent interdire ça. Et entre-temps, les États-Unis sont à des millions de lieues de la France. Et la Chine a un problème fondamental, c'est que les caractères chinois, donc Modern Chinese, ne représentent pas l'ensemble des caractères chinois qui sont écrits et pratiqués au quotidien, et qui sont des fluctuants. C'est un peu comme les claviers bien tempérés, désolé si je prolonge un peu ça, mais ils n'ont pas encore eu leur clavier bien tempéré pour la langue chinoise, c'est le Modern Chinese, pardon. Incroyable. Et du coup, ils ont beaucoup moins de caractères pour entraîner leur machine learning que les Américains ou les Anglais. Et il y a noté que la langue anglaise est quand même extrêmement riche, elle a beaucoup plus de mots que d'autres langues, parce qu'elle est latine, elle est anglo-saxonne, germanique, et elle a évidemment des origines grecques et romaines. Donc, on a une langue anglaise qui est beaucoup plus riche aujourd'hui pour entraîner un modèle qu'une langue beaucoup plus difficile. Par exemple, l'arabe aujourd'hui a un grand problème. Parce que... Docteur Imran-Ibani. Je voudrais axer notre réflexion sur l'être humain, et uniquement sur l'être humain. Nous sommes tous, grosso modo, issus du siècle dernier, la deuxième partie du siècle dernier. Et si nous comparons ce que nous avons vécu entre les années 50, 60 et l'an 2000, avant que la mondialisation et la grosse technologie ne débarquent, en termes de culture, en termes de gastronomie, en termes de mode, en termes de musique, en termes de théâtre, en termes de tout ce que vous voulez, nous nous rendons compte que ce que nous avons vécu est de loin meilleur que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. 1. 2. Si nous faisons une marche en arrière, on se rend compte que très souvent, tout ce que l'être humain a créé, soi-disant pour le bonheur de l'être humain, a fini par se retourner contre l'être humain parce qu'il a été mal utilisé par des individus qui en ont fait un outil pour un profit personnel. C'est une réflexion tout à fait intéressante. Et c'est drôle parce que je dis, alors j'ai la chance d'avoir des étudiants un peu partout, et je leur dis souvent, alors on se pose la question, on se dit, et si je pouvais repartir dans le temps et changer un événement pour améliorer la vie d'aujourd'hui? Je pourrais tuer telle personne, ou je pourrais faire ci ou faire ça. Et je leur dis, vous ne réalisez pas qu'aujourd'hui, vous êtes en train de définir demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, à cet instant présent, nous pouvons changer le monde de demain en prenant des actions très simples. Et donc, ça ne tient qu'à nous. Et le monde d'aujourd'hui, et excusez-moi de vous le dire, est le monde que vous avez créé hier, que vous avez créé hier. Pas moi, parce que j'ai un autre âge que le vôtre. Donc oui, c'est vrai, le monde aujourd'hui est peut-être moins bien dans votre perception que le monde d'hier, mais il y a aussi beaucoup moins de guerres, il y a beaucoup moins de morts. Si on regarde le début du siècle, c'est une catastrophique. Entre les pandémies et les guerres, c'était affreux. La vie était terrible. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus... Si vous regardez sur des aggregate data, en général, la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable que la vie de 1943, ou 44, ou 42, ou même 50. Donc il y a une vraie amélioration de la vie humaine en général. Évidemment, les élites peut-être vivent un peu moins bien, mais les pauvres vivent un peu mieux. Mais ça, les Libanais vivent aujourd'hui ce qu'ils ont créé hier. C'est simple. Oui, monsieur le maire. Vous avez levé la main. Oui. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle arrivera à créer du savoir? Elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Elle le fait complètement. Je crois qu'on va conclure sur une dernière question. Ce matin, dans le Washington Post, il y avait un article sur la page principale avec pour titre Artificial Intelligence will make us live forever. Do we want to? Mais il n'y a plus de différence entre le bruit et les exagérations et la réalité. On n'arrive plus à faire la différence entre les deux. C'est vrai. Je dis à mes parents, attendez 10 ans encore. Avec mRNA et les avancées de la science, parce que je travaille là-dedans, vous allez vivre encore 40-50 ans. C'est pour cela, moi j'aime beaucoup l'intelligence. Alors faites les cancers, les tumeurs, il y a un changement radical qui va se faire dans le monde de la médecine. Radical. Voilà, merci tout le monde. Merci bien. Vous voulez conclure? Une dernière question. Une ultime. Moi j'ai deux dernières questions.
Moi, j'ai utilisé le chat pour lui poser une question sur qu'est-ce qui va se passer dans le pays. Il m'a dit... Il n'arrivera pas à faire l'info. Comment ça moi, je me demande, la question a été soulevée, est-ce que c'est pour le bien-être de l'être humain et des sociétés? On est en train de détruire des marges de société, il y aura des genres left-over. Le salaire minimum, pas le salaire de SMIC, mais si vous voulez, le revenu minimum de base qu'on veut introduire en France, c'est parce qu'on va avoir des assistés sociaux en masse. Ça, moi, ce qui me fait peur, ça peut ressembler en 1930, quand il y a eu la grande masse de chômage et qui a induit le nazisme. Est-ce que c'est un problème d'intelligence artificielle ou de politique de banque centrale? Non, mais il n'y a pas de limite. Et comme je comprends, c'est très sympa, très intelligent, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, ça ne remplace pas l'être humain. Moi, une fois, en consultation médicale, une patiente me posait une question. J'ai commencé à répondre. Et je la voyais en train de tapoter sur son iPhone. J'ai dit, mais madame, vous m'avez posé... Non, mais je suis en train sur Google, pourquoi ça? Non, mais quelle relation humaine, où va-t-on? C'est très dangereux. Mais c'est là, et il faut faire avec. Et il ne faut pas croire qu'elle résout tout. Dans le decision-making d'une personne, la maturité parfois et la synthèse et l'intuition font beaucoup plus qu'un étalage binomial. C'est sûr. Et je crois que la prochaine question va être dans ce sens-là. Et ce sera la dernière. Oui. Non, moi, c'est pas simplement une question. Je ne suis pas du tout inquiet pour l'enseignement universitaire. Absolument pas. Parce que il y a un flux d'informations énorme. Chaque 10 minutes, il y a de l'information qui est produite par l'intelligence artificielle et humaine, autant que 2-3 siècles en 10 minutes. Donc, ça, c'est la masse d'informations qu'un homme seul ne peut pas traiter. Voilà pourquoi l'enseignement universitaire, ce n'est pas seulement une méthodologie, mais c'est aussi une sélection de l'information. Donc, là, le rôle de l'enseignant n'est plus de donner l'information, mais de choisir l'information. Parce que l'étudiant peut arriver à toutes ces informations, mais il faut lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça, c'est un. Mais là, la question ultime, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait avoir une émotion, oui ou non? Hier, il y a quelqu'un à l'USJ qui était en train d'expliquer comment travaillent les neurones et comment travaillent voilà. Alors, est-ce que à cette question, il a répondu oui? À un certain moment, l'intelligence artificielle aura de l'émotion. C'est-à-dire, elle pourra... Oui, mais le neuroanatomiste que je suis répond non. C'est la réponse d'un médecin hier en ligne avec la France qui a montré que oui, ça peut être fait. J'allais poser la même question. Jusqu'à ce que je me souvienne du texte qu'il m'a lu après le déjeuner pour me remercier du déjeuner qu'il a mangé chez moi. Et si je vous dis que le texte était plein d'attention, d'émotion, de délicatesse, de mots absolument choisis et touchants, non, c'est peut-être qu'il a bien posé la question, mais en fait tout dépend de comment on pose la question finalement. Et si on veut un mélange émotionnel au texte qui est purement intellectuel, je pense, parce que moi j'allais poser exactement la même, jusqu'à ce que je me souvienne du texte qu'il m'a lu pendant le déjeuner. Alors peut-être, au lieu de faire de cette réponse une réponse médicale, parce qu'on va perdre à tous les coups au médical, ça peut être une réponse philosophique. Aujourd'hui, on a deux sortes d'émotions. L'émotion que nous, on ressent face à l'intelligence artificielle. Et ensuite, qu'est-ce qu'une émotion? C'est-à-dire aujourd'hui, si vous menacez une intelligence artificielle d'extinction, est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle va vouloir se préserver ou pas? Et là, je n'ai pas la réponse et je pense qu'elle va vouloir se préserver. Donc, est-ce que c'est une émotion ou pas? Est-ce que c'est un instinct de survie? Peut-être. On verra très bientôt en tout cas. Alors que pense le professeur Hermen? Non, moi je pense que quand les conditions matérielles sont réunies, quelle que soit la nature de cette matière, il n'est pas interdit de penser que une pensée peut émerger, mais on n'est pas encore là. Vous concluez?
Professeur Najjar. Moi, je voulais vous dire que, d'abord, cette réunion est extrêmement riche. Elle est aussi aliénante, parce que nous nous posons beaucoup trop de questions. Et je me demande, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas des enfants aussi branchés, si j'ose dire. Et je me dis que si Dieu me donne à vivre encore 1 an, 2 ou quelques années, il va falloir que je me mette à l'intelligence artificielle. Et je retiens que d'ici 2 à 3 années, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Dans la profession d'avocat, dans l'enseignement, dans la recherche, dans la réflexion, dans la méthode d'approche des sujets. En tout cas, merci, Monsieur Najjar, d'avoir tenu pendant près de 50 minutes et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à chacun et à chacune. Vous nous avez honorés par votre écoute, par votre amitié, par votre présence. Merci. Et la photo traditionnelle.